Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis toujours très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un peu particulier puisque ça va être la première foire aux questions des entrepreneurs animaliers. Si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'aimez. Et si ça fait déjà plusieurs fois que vous me suivez et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire pour pouvoir avoir accès à toutes les informations sur la chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Cette semaine, pas d'actualité, on passe directement aux foires aux questions, au FAQ des entrepreneurs animaliers. Alors je suis vraiment très content d'inaugurer ce format, ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous m'envoyez beaucoup de questions sur des endroits différents. Alors je reçois des questions sur Messenger, sur le Messenger, mon privé d'ailleurs, et même sur celui des entrepreneurs animaliers. Vous me posez aussi des questions directement dans le blog, quand j'écris un article directement sous les articles, et honnêtement je peux pas répondre à toutes les questions que je reçois. En tout cas je peux pas y répondre individuellement, et je me suis rendu compte que c'était souvent des questions assez similaires. Et donc j'avais envie de faire cette FAQ justement pour pouvoir y répondre, et je me dis que les réponses ne servent pas que à la personne qui l'a posée, mais aussi à vous qui me regardez et à d'autres personnes. Alors, la prochaine FAQ, ce sera dans un mois. Donc, si vous aimez ce format et si vous avez vous aussi envie de poser des questions, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aller sur le Messenger des entrepreneurs animaliers ou sur un article du blog qui correspond au sujet que vous voudriez poser, ou même sous cette vidéo YouTube. Et vous posez votre question, et s'il y a beaucoup de questions, je serai obligé d'en sélectionner, mais sinon je vais essayer d'y répondre à un maximum, c'est promis. Vous avez aussi la possibilité, si vous ne regardez pas cette vidéo sur YouTube mais que vous écoutez plutôt la version podcast, et bien sur la plateforme de podcast des entrepreneurs animaliers, on a une fonctionnalité qui permet de nous laisser des messages vocaux. Moi j'aime beaucoup entendre vos voix, vous entendre poser votre question avec vos mots. Ça vous permet aussi d'être plus explicite parce que généralement on va plus dans le détail quand on parle plutôt que quand on écrit. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages vocaux. Si vous me les envoyez en vocal, évidemment je passerai l'oral, la version audio directement dans la prochaine FAQ. Alors c'est parti, j'ai sélectionné 5 questions pour aujourd'hui, donc je ne peux pas traiter toutes les questions, mais j'en ai regroupé certaines parce qu'elles étaient quasiment les mêmes. La première question, c'est de Sabrina. Alors j'ai toujours mes petites fiches. Sabrina qui a posé la question sur le blog. Donc je vous lis texto. Bonjour, je suis animatrice coordinatrice dans un EHPAD pour un grand groupe depuis plusieurs années, près de 19 ans, et j'interviens avec mon chien depuis plus de 3 ans dans le cadre de ma pratique de la médiation par l'animal dans cet EHPAD, sans que mon contrat de travail n'ait été modifié. Ma pratique est reconnue car je suis formée. Je pensais que j'étais couverte par mon assurance habitation, mais il n'en est rien. De ce fait, si jamais un jour mon chien cause un dommage à un bénéficiaire ou est lui-même blessé par un bénéficiaire, que se passera-t-il? Comment puis-je être couverte? Merci pour votre aide. Alors merci Sabrina, vous pointez un problème très récurrent, je le croise, alors surtout quand on est sur de l'itinérance, parce que il y a un espèce de mélange un petit peu compliqué juridiquement entre votre vie personnelle, votre métier et votre vie professionnelle, et quand on mélange tout ça, ça complique les choses. Alors effectivement, l'assurance habitation que vous avez, que vous soyez propriétaire ou locataire, elle va couvrir votre responsabilité civile en tant que particulier et uniquement en tant que particulier. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes dans une démarche, dans quelque chose de professionnel, votre assurance ne fonctionne pas. C'est un peu la même chose d'ailleurs quand on est sur une assurance auto. Une assurance auto ne couvre pas vos trajets autres que du domicile-travail, mais ne couvre pas des déplacements professionnels par exemple. Donc si vous êtes en itinérance, pensez à étendre votre assurance auto sur des trajets qui ne sont pas du domicile travail mais qui sont des trajets purement professionnels.
Alors, sur le site de ministère de l'économie, je vous ai retrouvé la définition de l'assurance habitation pour que vous compreniez un peu mieux. L'assurance habitation permet de protéger le patrimoine familial. La plupart des assureurs proposent des assurances multirisques habitation, des MRH. Ce type de contrat couvre principalement les dommages aux biens, la responsabilité civile de l'assuré et la responsabilité civile vie privée. Et vous voyez que là, il n'y a vraiment rien lié à la profession. Donc votre chien qui cause un accident depuis le jardin, qui se sauve et qui cause un accident depuis chez vous, c'est votre chien en tant que particulier, vous allez être couverte. Attention à bien avoir prévenu l'assurance quand même que vous avez un chien chez vous. Mais par contre, si votre chien cause un dommage, effectivement, au travail, eh bien, vous n'êtes pas couvert. Alors, vous avez précisé que le chien n'était pas, alors que ce nouveau mode de travail avec l'intervention de votre chien n'était pas visible sur votre contrat de travail, donc ça veut dire que c'est intervenu plus tard, que vous n'avez pas modifié le contrat de travail. On n'est pas obligé de modifier le contrat de travail sur ce type de projet-là, mais ce qui est essentiel, c'est de formaliser cette présence du chien, c'est de la rendre existante sur un papier, de la rendre existante juridiquement. Donc vous allez essayer de lui donner une existence. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rédiger une convention de mise à disposition de votre chien, une convention de mise à disposition à titre gratuit. Il n'y a pas un modèle particulier, vous devez rédiger quelques articles qui expliquent que vous avez une sorte de contrat, donc ce qu'on appelle une convention, entre vous, particulier, salarié et votre employeur, les deux vont devoir la signer, où vous dites que dans le cadre de votre travail et uniquement avec vous, vous venez avec votre chien pour telle et telle mission et vous listez bien ce qui va se passer à l'intérieur de l'EHPAD. Ça, c'est important de bien le préciser et c'est dans cette convention qu'on précise qui est responsable de quoi, etc. À partir du moment où vous êtes sur votre lieu de travail, votre employeur doit vous couvrir vous, doit couvrir tout ce qui s'y passe et doit couvrir les résidents. Donc les résidents qui sont blessés par un chien, quel que ce soit le vôtre ou pas le vôtre, l'EHPAD va avoir une responsabilité. Donc, c'est de son ressort d'ajouter dans son assurance responsabilité civile professionnelle le fait qu'il y a des animaux qui sont sur le site et qui peuvent causer des dommages aux résidents. Donc c'est la responsabilité civile de l'EHPAD. On va appeler ça une RC Pro, il cause des dommages qui sont causés aux tiers. C'est son obligation qui est liée à son métier. C'est pas vis-à-vis de vous qu'il a cette obligation, c'est vraiment vis-à-vis des résidents et de son activité. Ensuite, la couverture du chien, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on a parlé de ce qui peut arriver aux résidents à cause du chien, mais vous avez aussi pointé la protection de votre chien vis-à-vis d'autres personnes. Mais ça, il faut le mettre dans la convention de mise à disposition et c'est une obligation, c'est pas une obligation de l'employeur. Si c'est vous qui avez fait la demande de venir travailler avec votre chien et que l'employeur n'est pas vraiment à l'origine et n'était pas motivé vraiment de ça, il n'est pas obligé d'accepter de souscrire à une assurance pour protéger votre chien. Par contre, il peut le faire. Donc on le met dans la convention de mise à disposition à titre gratuit en disant que l'employeur s'engage à souscrire à une protection du chien ou alors à assurer les frais en cas de responsabilité ou de soins à apporter suite à un accident qui serait causé sur place. Donc c'est vraiment du gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un document officiel qui existe, il faut le rédiger dans cette convention. Je voudrais vous donner, je profite de cette question pour vous donner 2 points d'attention. Le premier, pensez à bien vérifier votre convention collective parce que certaines conventions collectives interdisent que dans le lieu de travail, il y ait des animaux. Donc ça peut arriver et dans ce cas-là, l'établissement en fait n'avait même pas le droit de l'accepter. Et puis vérifier le règlement intérieur. Peut-être que la direction actuelle a accepté, mais peut-être que le règlement intérieur qui est plus ancien n'est pas à jour et ce serait bien de le mettre à jour pour qu'il n'y ait pas une contradiction juridique dans tout ça. Et je précise également que les personnes qui travaillent dans les établissements publics théoriquement n'ont pas le droit. La présence des animaux est interdite dans les établissements publics normalement. En tout
cas, c'est la loi, il peut y avoir des dérogations, mais il faut faire attention avec ça. Deuxième point d'attention, et j'aurai terminé pour Sabrina, vous avez marqué dans votre question « Ma pratique est reconnue car je suis formé ». Donc, je voudrais faire attention avec cette appellation-là. Il n'existe aucune formation qui reconnaît la pratique de médiation animale. La médiation animale en France n'a pas d'existence légale, elle n'est pas réglementée, il n'y a pas une définition légale, donc il n'y a aucun texte qui en parle. Alors, ce qui est reconnu, c'est éventuellement certaines formations. Les formations sont reconnues de qualité, délivrant un certain nombre de compétences. Donc, on va pouvoir attester de vos compétences, mais ça ne reconnaît pas votre pratique en tant que professionnel. Cette pratique n'existe pas, tout simplement. Dans tous les cas, ça c'est juste du juridique, mais évidemment que si vous avez un diplôme ou quelque chose, ça vous aide, ça vous conforte dans vos compétences, mais je voudrais pas faire de contresens pour certains qui se disent « oui, mais moi j'ai pas ce diplôme-là, donc je peux pas pratiquer ». Il n'y a pas de souci, c'est pas une profession qui est réglementée. Voilà pour Sabrina. Je passe à la deuxième question qui est de Jean-Denis. Alors j'ai caché je dirais pas les noms de famille. Jean-Denis, une question qu'il nous a posée sur le Messenger des entrepreneurs animaliers, donc depuis Facebook. La question, elle est assez courte. Bonjour, désolé de vous déranger. Jean-Denis, vous ne me dérangez pas. J'aurais voulu savoir si vous faisiez que des formations ou si vous auriez la possibilité de juste nous répondre sur nos questions concernant notre projet sur l'ouverture d'une ferme d'animation. Je reformule en gros, Jean-Denis me demande si on ne fait que des formations ou si on peut faire une sorte de coaching ou de l'accompagnement très succinct sur quelques séances, sur 1 heure au téléphone, sur ce que moi j'appellerais des consultations. Alors je vais vous dire ce que je propose principalement. Ce qu'on a chez les entrepreneurs animaliers, c'est effectivement des parcours de formation professionnelle, c'est pour ça qu'on est reconnu et c'est pour ça que la plupart des personnes me font confiance et que je forme des personnes sur des projets de création de fermes pédagogiques, des projets de création de fermes d'animation et des projets de médiation animale. Si j'ai choisi le format parcours de formation professionnelle, c'est parce qu'on est sur quelque chose de très complet qui va viser un certain nombre de compétences et que j'estime que ce type de projet ne pointe pas une compétence ou une question en particulier, mais nécessite vraiment d'avoir une approche globale. Donc je travaille sur la transmission, donc de la formation pure et dure, et puis de l'accompagnement pédagogique individualisé. Donc on n'appelle pas ça du coaching, c'est vraiment un moment où moi je suis là en individuel pour vous aider à appliquer dans le concret, dans la réalité, ce que vous avez vu en formation avec moi. Et donc l'objectif c'est de faire de vous des personnes autonomes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est l'autre côté, vraiment l'opposé total, c'est des missions de conseil, de consulting et d'expertise. Donc là c'est ce qui se passe par exemple quand je suis missionné sur des missions de dispositif local d'accompagnement. On fait appel à moi pour accompagner une association ou un projet déjà existant et on travaille sur des questions très très précises et je viens pas là pour former et transmettre des compétences, mais je viens là pour trouver des solutions, résoudre des problèmes. Donc ça c'est quelque chose que je propose également. On est sur du consulting, on n'est pas sur le même format de prestation aussi, puisque là on est sur des tarifs à la journée, etc. Alors qu'une formation c'est souvent des offres globales. Pour répondre plus précisément à la question de Jean-Denis, alors techniquement oui, c'est possible que j'accepte de faire des consultations ou du coaching sur 1 ou 2 heures. Alors je l'ai déjà fait, en fait j'évite de le faire le plus possible. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas adapté à tout le monde, que la problématique, si elle n'est pas très bien formulée, il y a quand même un gros risque qu'à la fin de l'heure ou des 2 heures qu'on a fixées ensemble, on ait créé plus de problèmes qu'on ait trouvé de solutions. Parce que moi, si je viens mettre mon nez dans votre projet et que vous n'avez pas suivi ma formation, forcément, je risque de pointer un certain nombre de manquements, d'oublis, de problèmes de méthodologie que vous avez. Et au mieux, je vous fais paniquer parce que vous vous rendez compte de l'ampleur du travail. Au pire, on arrive à la conclusion qu'il faut faire une formation et un accompagnement derrière. Et donc, c'est souvent 2 heures qui
alors qui sont pas là pour rien, mais qui... Je vous donne un exemple très précis. On a déjà fait appel à moi pour monter un business plan. J'ai accepté. Donc on avait bloqué 2 heures pour revoir le business plan des personnes. C'était ça la mission qu'on me confiait, c'était revoir un business plan d'une ferme pédagogique qui allait se créer. C'était un projet de 3-4 personnes et du coup il y avait vraiment ce besoin de valider la partie économique. À la fin, ma réponse c'était que le business plan était mal conçu depuis le début, mais on ne peut pas résoudre ça en 1 heure ou 2. Il faut repartir sur un calcul de chiffre d'affaires, il faut repartir sur le calcul des investissements, donc il faut savoir à quoi va ressembler le lieu, quels sont les travaux, etc. Et donc ça veut dire que c'est un travail sans fin si on doit se rappeler, enfin ça peut pas se tenir en 2 heures. Donc, je peux le faire, mais ça dépend vraiment des cas. Si vous avez une question qui est très précise et que j'estime que, effectivement, en 1 heure, 2 heures ou 3 heures, j'ai la possibilité, je sais que je peux vous répondre et je sais que je peux résoudre le problème, oui, avec plaisir. Mais si c'est pour vous desservir, je le ferai peut-être pas. Donc voilà. Et puis le dernier argument, c'est que généralement, quand on est sur ce type de mission de coaching, finalement, ou d'accompagnement pur, il n'y a aucun financement derrière et c'est quand même beaucoup plus simple pour vous de passer par une formation qui peut être financée. Voilà pour Jean-Denis. Je passe à la question de Lise. Alors Lise, elle, c'est sur le blog. Donc ça doit être, je pense, sur un article qu'on a écrit sur l'ACACED, puisque la question porte sur l'ACACED. Je vous rappelle juste le contexte. ACACED, c'est l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. C'est une formation qui est obligatoire pour les personnes qui veulent travailler au contact des chiens, des chats et des nacs. Alors, je vous lis la question de Lise. Bonjour, je suis actuellement étudiante en informatique et je souhaiterais me reconvertir dans la vente en animalerie. L'ACACED est-elle suffisante ou vaut-il mieux se diriger vers un bac pro TCVA? Une fois le bac pro passé, faut-il tout de même passer l'ACACED? Bon, d'abord, je préfère dire, je suis pas expert en animalerie, en vente en animalerie en général, c'est pas du tout mon sujet. On a tendance à penser que quand on est expert dans un domaine animalier précis, on peut répondre à tout. Malheureusement, je suis pas sûr d'être le mieux placé pour y répondre, mais j'ai fait mes petites recherches et je pense être capable de vous répondre. Ce sera pas mal de doubler quand même d'un autre avis. Alors la première réponse, oui, c'est possible de trouver un emploi avec juste un ACACED. C'est même possible de trouver un emploi en vente en animalerie sans grand chose en fait. L'ACACED, il a quand même de mérite que c'est 3 jours. C'est 3 jours de formation, c'est une certification à passer, un peu stressante, etc. Mais c'est juste 3 jours. Donc si vous l'avez pas fait, c'est peut-être que vous n'êtes pas très motivé pour... en tout cas, si vous n'êtes pas motivé pour passer 3 jours en formation, c'est que vous n'êtes pas forcément motivé pour faire ce métier. Donc ça vaut le coup de le faire et ça peut suffire. Je connais des personnes qui ont un emploi juste en animalerie, juste avec un ACACED. Maintenant, c'est vrai que certains employeurs vont exiger en plus une formation de vendeur en animalerie. Donc c'est ce que vous demandiez dans votre question. Évidemment, moi, si je me mets dans la peau d'un recruteur et que je vois 2 CV de 2 personnes, qu'il y en a un qui a juste l'ACACED et l'autre a un diplôme de vendeur en animalerie, donc c'est-à-dire qu'il est capable de conseiller en aquariophilie, capable de conseiller en alimentation, etc. Évidemment, je vais choisir à salaire égal celui qui a le meilleur CV. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Si c'est votre projet, partez là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent que il y a autre chose qui est très apprécié des recruteurs dans les animaleries, c'est un certificat de capacité pour des espèces non domestiques. Notamment toutes les espèces non domestiques qui sont libres à la vente, comme les poissons d'eau chaude, les poissons d'eau de mer, les perroquets, certains reptiles, certains amphibiens. Et il y a même des rongeurs qui sont d'espèces non domestiques. Je pense au hamster Roborovski, au hamster russe, qui ne fait pas partie de la liste des animaux domestiques. Donc le hamster commun, lui, un ACACED ça suffit. Le Roborovski, il faut un certificat de capacité théoriquement. Voilà, donc moi je vous conseillerais de commencer par l'ACACED, de candidater à des offres d'emploi, de voir si ça passe, éventuellement de vous former en même temps
à distance ou en parallèle en même temps de votre recrutement. Et si vous voyez qu'au bout de 3-4 annonces, ça passe pas, là vous pouvez envisager de passer votre bac pro. Alors je prends également la question de Laetitia et je l'ai groupée dans le même format de questions puisqu'on parle aussi de la CACED. Bonjour, comment allez-vous? Donc, ça va, merci Laetitia. Je souhaite travailler avec les animaux dans le futur et viens de lire votre article sur la CACED. Je me demandais si c'était une formation obligatoire dans le monde ou seulement en France. Bien à vous. Et bien très honnêtement, j'en avais aucune idée juste avant que vous me posiez la question. Moi, je suis vraiment expert dans le monde français, enfin dans l'hexagone. Ça m'est même déjà arrivé d'accompagner des personnes en dehors de la France, pardon. Et je suis toujours très clair là-dessus. Voilà, je peux vous accompagner sur plein de sujets, sur la pédagogie. Je veux dire, il n'y a pas de frontières dans les méthodes entre un pays et l'autre. Par contre, sur tout ce qui va être législation, moi, je connais la France et ça va s'arrêter à peu près là. Bon, ce qui est sûr, c'est que partout dans le monde, il va y avoir une frontière entre la définition de l'animal domestique et la définition de l'animal non domestique. Il y a des réglementations internationales, il y a la Convention de Washington, puis ensuite tout un tas de réglementations mondiales, puis européennes, puis françaises, qui vont faire cette distinction entre l'animal sauvage, qui est protégé, qui est interdit à la détention sauf exception, et l'animal domestique, qui est autorisé à la détention sauf exception. Par contre, chaque pays va avoir sa réglementation. Donc je ne saurais pas dire si en Belgique, si au Royaume-Uni ou si en dehors de l'Union européenne, la réglementation est différente. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que la CACED, je suis allé vérifier, elle est bien enregistrée comme une formation à France Compétences. Donc ça veut dire qu'elle est enregistrée comme un titre professionnel, une certification. Et France Compétences a des moyens de faire, comment dire, les formations qui sont sur France Compétences sont reconnues à titre européen. Ça ne veut pas dire qu'un employeur ailleurs dans l'Union européenne vous reconnaîtra ça, mais en tout cas, il y a une reconnaissance officielle européenne des titres qu'on peut avoir qui viennent de France Compétences. Maintenant, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas? J'en ai vraiment aucune idée. Tout simplement parce que la CACED forme sur la législation française liée à la détention d'animaux. Donc forcément, si la législation est différente dans un autre pays, la CACED n'a pas vraiment de valeur. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ciblez un pays en particulier et voyez sur ce pays qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Voilà, désolé Laetitia, je ne peux pas aller au-delà parce que vraiment l'international, je ne maîtrise pas totalement. Alors la dernière question vient de Annabelle, c'est une question de Messenger. Question très courte, très simple. Quelle formation proposent les entrepreneurs animaliers? Du coup, je vais y répondre en 4 parties, on va dire. Il y a 4 branches de formation proposées par les entrepreneurs animaliers. Les 3 premières, c'est de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que ce sont des actions de formation qui répondent à toute la logique de notre certification Calliope, qui répondent à toute la logique d'un accompagnement vers un certain nombre de compétences avec des points de validation, des évaluations, etc. Bon, la première, la plus importante, la plus connue, c'est vraiment celle qui fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est la formation créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Certains la connaissent sous le nom de Je lance mon projet animalier. C'est une formation 360 degrés qui est assez conséquente, qui vise toutes les compétences d'un porteur de projet qui veut créer, développer et gérer sa ferme pédagogique ou sa ferme thérapeutique. C'est une formation qui s'adapte aussi au projet de médiation animale, puisqu'on est vraiment on en parle également et on traite pas mal de sujets là-dedans, et des fermes d'animation et de tous les lieux qui sont sur la relation humain-animal. Qui ne s'appelleraient pas des fermes pédagogiques. Je pense à des refuges, des sanctuaires, des projets d'éducation à la nature hors les murs par exemple, etc. Donc ça c'est la formation principale, formation plutôt orientée entrepreneuriat, mais dans laquelle on traite vraiment toutes les compétences du porteur de projet, les compétences métiers, les compétences entrepreneuriales et les compétences de développement de son projet. Ensuite, on a une deuxième branche, ce sont nos formations d'expertise et de métier. Donc ce sont des formations plus courtes
qui vise une ou quelques compétences très précises. Alors je vais en citer 3, c'est vraiment les 3 principales. Initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique. Donc c'est une formation qui est à la fois distancielle et présentielle. On mélange un petit peu les deux. Et le but, ça n'est pas de devenir un éleveur, c'est d'être capable de gérer un cheptel dans un cadre pédagogique, dans un cadre de ferme d'animation ou de ferme pédagogique. La deuxième formation, c'est créer et animer des ateliers nature à destination de la petite enfance. Donc ça, c'est une formation qu'on fait 100% à distance avec une possibilité de terrain en présentiel. Donc là, vraiment, c'est l'objectif, c'est de cibler les personnes qui veulent créer des activités, des ateliers nature pour les tout petits, pour les enfants de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans. Donc là, c'est vraiment une formation très spécialisée. Et puis on a une troisième formation dont on parle très très peu, mais qui est vraiment, qui est sur un secteur un peu différent. C'est une formation qui s'appelle Installer des animaux dans le secteur, dans un établissement du secteur social ou médico-social. Donc là, on s'adresse plutôt à des établissements comme des EHPAD, comme des IME, comme des écoles, comme des centres spécialisés qui veulent accueillir un petit lieu, un petit quelque chose avec des animaux. Donc ça peut être une micro-ferme, ça peut être un poulailler, ça peut être un projet pédagogique autour de l'animal. Voilà, donc installer des animaux dans un établissement du social et du médico-social. Dans cette formation, on va parler de la législation, on va parler du projet global, de l'ingénierie de projet qui va avec, et puis de la pédagogie sur le lieu. Troisième type de parcours de formation professionnelle qu'on propose, ce sont des formations support à l'entrepreneuriat. Alors elles sont souvent déjà intégrées dans la première grosse formation dont je vous ai parlé, mais certaines personnes ont déjà créé leur projet et ont besoin juste d'une formation d'expertise liée à l'entrepreneuriat. Donc on a des formations comme des formations sur la gestion de projet, sur la communication, sur le développement, sur le financement et également une formation qu'on n'a pas refaite depuis le début du Covid, donc on en avait fait une en 2020, c'était relancer sa ferme pédagogique. Donc c'était une formation qui était à destination des projets déjà existants pour leur donner des clés de remobilisation, de virage pour pouvoir redémarrer un peu son activité à la suite du Covid. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 grandes catégories de formation, de parcours professionnel qui emmènent sur une attestation de fin de formation. On a également une 4e branche qui sont ce qu'on appellerait plutôt des parcours hors formation professionnelle. C'est des formations très très courtes, très spécialisées et que du coup moi j'aime pas trop les appeler des formations, je préfère les appeler des parcours d'initiation ou des produits tout simplement ou des services. On a la micro-formation ou plutôt l'application Prépa-CACED. L'application Prépa-CACED, c'est un espace dans lequel vous avez une 40aine de jeux. Donc c'est pas une formation, c'est des jeux. Et en jouant, vous révisez et mémorisez les éléments essentiels de la certification à CACED. Donc je vous donne un exemple, on va avoir un jeu sur la mémorisation des différents membres du corps d'un chien. Plutôt que de vous faire une liste et de vous demander d'apprendre le truc par cœur, on va vous faire jouer à des jeux du millionnaire, on va vous faire jouer à des mémories, etc. Le but c'est que vous puissiez bachoter sans bachoter pour le jour de l'examen de la CACED, vous soyez pépère, tranquille, à vous dire ça va bien se passer. On a également dans Prépa-CACED 5 évaluations en mode examen, c'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes conditions, vous avez le même nombre de questions, le même niveau de difficulté plus ou moins, un temps qui vous est compté et les résultats à la fin. Donc ça c'est Prépa-CACED et puis on a un autre mini parcours qui est vraiment en cours Alors on a déjà des stagiaires à l'intérieur, on doit avoir une dizaine de stagiaires et on va lancer une V2 bientôt. C'est donc une formation qui s'appelle Créer des parcours innovants à l'aide du numérique. Donc le but c'est pas de transformer l'expérience ferme pédagogique en une expérience numérique, mais c'est de voir comment est-ce que le numérique peut accompagner le visiteur dans un lieu pédagogique dans la nature. Donc on a créé cette formation il n'y a pas longtemps, c'est la petite dernière. On a des super retours, donc je suis très content. Et voilà, il nous reste un petit module à terminer pour avoir une version complète. Et vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Voilà pour les 4
grande famille de formations qu'on propose chez les entrepreneurs animaliers. Prochainement, on aura une surprise pour les animaux de la nature, les amoureux de la nature, les amoureux des animaux et les amoureux du vivant en général. Donc on va sortir vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, c'est frustrant, mais on prévoit quelque chose pour cet été et vous aurez des informations évidemment avant l'été. Voilà, c'est tout pour la FAQ. J'espère que ça a répondu aussi à des questions que vous-même vous posiez. Si vous avez des questions, eh bien, je le redis, vous pouvez les poser sous la vidéo ou directement depuis le Messenger des entrepreneurs animaliers. Je passe à mon astuce du jour. Mon astuce du jour, je l'appellerai les petites victoires. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, dans l'organisation interne des entrepreneurs animaliers. C'est l'idée de se fixer un objectif par jour et de tout faire pour l'atteindre. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant, ça? C'est que quand on a un projet d'envergure, un projet assez complexe comme une ferme pédagogique, un projet d'entreprise ou un projet qui nous tient à cœur, on a souvent la visibilité, on voit le rendu final. Et on se dit, oh là là, le chemin, il est quand même très très loin. C'est un peu comme si vous étiez à peu près 500 km de l'Himalaya, vous le voyez très 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 loin. Je sais pas si c'est possible ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et vous vous dites, ah là là, mais il faut marcher tout ça. Le principe, c'est de faire des étapes, comme n'importe quel marcheur, comme n'importe quel randonneur, c'est de se dire, on va pas chercher à faire 500 km tout de suite, on va en faire 30, puis 30, puis 30. Donc fixez-vous des objectifs. Ça a un énorme avantage. C'est que ça va stimuler votre autosatisfaction, ça va stimuler votre joie, votre motivation, ça va vous faire des victoires que vous allez pouvoir raconter. Plutôt que d'avoir un échec global, vous allez avoir plein de petites victoires. Alors, pour se fixer un objectif, il y a une méthode que vous connaissez peut-être déjà, c'est la méthode SMART. Donc l'idée, c'est que quand on se fixe un objectif, il faut qu'il soit bien fixé. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit bien fixé? C'est qu'on veut qu'ensuite il soit facile à analyser. Donc SMART, c'est un acronyme, ça veut dire qu'il faut que l'objectif soit spécifique, donc c'est-à-dire que vous pouvez le décrire facilement. Par exemple, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est finaliser une vidéo, c'est planter des piquets pour ma clôture, ou c'est réaliser un poulailler. Il faut que l'objectif soit mesurable, donc vous devez quantifier votre objectif. Alors, la troisième lettre, c'est un A. Il faut qu'il soit acceptable ou atteignable. C'est-à-dire que toutes les conditions existent pour qu'on puisse réaliser cet objectif. Quatrième objectif, réaliste. C'est-à-dire que autant il est mesurable, mais il faut que le chiffre que vous allez vous fixer ou l'objectif que vous allez vous fixer soit faisable, soit pas une utopie. Et le cinquième, le T, c'est qu'il faut que votre objectif soit temporairement défini. Et là, il n'y a rien à faire puisque si vous suivez cette méthode de un objectif par jour, le temporairement défini, c'est la fin de la journée. Vous voulez que cet objectif soit rempli avant la fin de la journée. Moi, je rajoute toujours un S quand je suis en formation dans le SMART. Donc, je mets SMART S et donc je rajoute un critère pour que l'objectif soit bien défini. Et le S, ça correspond pour moi à socialement acceptable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus bel objectif, en tout cas l'objectif le plus ambitieux, mesurable, spécifique du monde. Enfin, s'il détruit la planète ou s'il fait du mal à vos animaux, c'est pas forcément un bon objectif. Donc à chaque fois, posez-vous la question de la responsabilité que vous avez vis-à-vis de l'objectif que vous vous fixez. Voilà, donc c'était mon astuce du jour, des petites victoires. Privilégier les petites victoires plutôt que les très très grandes victoires de guerre, parce que les grandes victoires de guerre, elles sont très très loin, elles sont utopistes et elles sont pas faciles à atteindre. La prochaine FAQ, c'est dans un mois, donc je compte sur vous pour me poser vos questions. Si vous avez aimé ce format et si vous avez aimé cette vidéo et ce que je fais, encore une fois, s'il vous plaît, pensez à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo ou à mettre une super évaluation si vous m'écoutez sur un podcast. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si vous avez un projet de ferme pédagogique, de médiation animale, de ferme d'animation, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation gratuite de 7 jours. Donc vous recevez tous les jours un mail avec des infos essentielles sur à quoi ressemble ce type de projet. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des articles, plein d'informations. C'est complètement gratuit. Pour vous inscrire, c'est le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours. À très bientôt et portez-vous bien.